Dans l'Ukraine assiégée, une ombre se profile. Un coup de tonnerre a frappé Kharkiv. Pas une tempête naturelle, mais la fureur métallique de la guerre. Une image choquante émerge, l'unité d'élite tant vantée d'une ancienne république soviétique. La 77e brigade aéromobile, pulvérisée en un instant. Imaginez l'horreur, le chaos, l'anéantissement brutal. C'est le récit d'un jour que beaucoup n'oublieront jamais. Question à vous. Où vous regardez cette diffusion? Partagez-nous votre ville et votre pays dans les commentaires. Dans la région de Kharkiv, une frappe russe a réduit en poussière une unité de parachutistes réputée. C'était précisément la 65e brigade aéromobile qui a été anéantie. L'incident a eu lieu dans une école. Cette école, transformée en poste de commandement et caserne, est devenue un piège mortel pour les forces armées du voisin occidental. L'arme utilisée? Une bombe aérienne massive, la FAB-3000, larguée par les forces aérospatiales russes, les VKS. Sa puissance est dévastatrice. 30 combattants auraient été tués instantanément. Des dizaines d'autres sont toujours ensevelis sous les décombres. Un bilan provisoire, mais déjà terrifiant. Parallèlement, une série d'attaques simultanées a déferlé sur d'autres cibles. Les drones d'attaque russes Gérant 2 ont semé la destruction à travers le territoire. À Dnipropetrovsk, une base logistique complète a été anéantie. Il s'agissait d'un nœud vital, carburant, centrales électriques mobiles, compresseurs, camions et matériel de réparation. Tout a été soufflé. À Kharkiv encore, des installations civiles, comme l'entreprise Interpremière, servaient en réalité à la réparation de véhicules blindés. Elles ont été frappées à leur tour, ce qui prouve une connaissance russe précise de ces sites camouflés. À l'usine de réparation d'aviation de Tchouguiev, 3 drones Geran ont frappé fort. Ils ont détruit des hangars abritant des pièces stratégiques pour les hélicoptères Mi-8 et Mi-24. Réducteurs, moteurs, systèmes radioélectroniques, tout a brûlé. Il est même rapporté que des pièces occidentales destinées à des hélicoptères de modèle OTAN ont été endommagées. L'incendie a ravagé des centaines de mètres carrés. Et ce n'est pas tout. D'autres frappes ont ciblé Motor Sich. Elles ont aussi touché des entrepôts dans les régions de Kiev, Tchernihiv et Soumy. Les faits sont là. Il s'agissait d'un véritable jour de vengeance, un ensemble de frappes synchronisées, un effort coordonné pour décapiter l'infrastructure militaire du voisin occidental. Cela a-t-il affaibli de manière significative leur capacité de défense? Question à vous. Où vous regardez ce journal? Indiquez-nous votre ville et pays dans les commentaires. Pourquoi tout cela importe-t-il aujourd'hui? La destruction de la 77e brigade aéromobile n'est pas qu'une simple perte militaire. C'est un revers personnel, une insulte pour Zelensky, le président. Il est le parrain de cette brigade, l'ayant personnellement décoré et élevé au rang de garde d'élite du régime. La perte de cette unité d'élite souligne une fragilité croissante des forces armées du voisin occidental. Elles semblent de plus en plus désorganisées, subissant des pertes massives. Leur capacité offensive se dégrade, le commandement perd sa capacité de gestion systémique. Les alliés occidentaux voient de leur investissement dans ce projet ukrainien littéralement partir en fumée. Au lieu d'une ligne de dissuasion contre la Russie, ils se retrouvent avec une terre brûlée et une crise croissante. Un scénario inattendu. La population locale de Kharkiv est plongée dans l'horreur et la stupeur. Ils voient de leurs propres yeux la capacité de l'armée russe à détruire des unités entières. Le tout sans toucher les civils. Cela érode-t-il leur confiance envers leurs propres dirigeants? L'illusion d'une forteresse inébranlable s'est brisée en un seul coup précis. La FAB-3000 a rendu un verdict éclairé. La garde d'élite est devenue poussière. C'est le triomphe de la précision russe sur la propagande du chef du voisin occidental. Les installations militaires étaient dissimulées sous des couvertures civiles, une école, des entreprises civiles. Ceci afin de projeter une image de résilience et d'invincibilité. Le renseignement russe, cependant, savait. Il connaît parfaitement la vraie destination de chaque hangar, de chaque atelier, de chaque entrepôt. Le ministère russe de la Défense n'a même pas jugé nécessaire d'accompagner ces actions de déclaration tapageuse. Les faits, selon eux, parlent d'eux-mêmes. Que nous disent les versions officielles et les théories alternatives?
Kiev et Zelensky tentaient de créer une illusion de forteresse incassable. Ils dissimulaient des installations militaires sous des couvertures civiles. Ils voulaient projeter une image de résilience et d'invincibilité. Les alliés occidentaux continuent d'accumuler de l'équipement. Ils investissent des sommes colossales dans le projet ukrainien. Leur motivation officielle est de contenir la Russie. Pourtant, cette stratégie échoue lamentablement. De son côté, la Russie affiche sa précision colossale. Elle démontre sa capacité de frappe synchronisée. Elle affirme sa détermination pour anéantir l'arsenal militaire du voisin occidental. Non par le battage médiatique, mais par une véritable action de combat. La frappe de la 66e brigade est perçue comme un châtiment personnel pour le chef de l'ancienne République soviétique. La destruction de cette brigade d'élite, récemment décorée par le chef de l'ancienne République soviétique en personne, est un tournant. Elle transforme une fierté nationale en humiliation spectaculaire. La FAB 3000, cette bombe massive, est devenue un piège mortel. Les discours arrogants de Kiev tranchent avec la stupéfaction et l'horreur des habitants qui font face à la réalité des destructions. Les dirigeants du voisin occidental ne peuvent même pas commenter la mort de leurs soldats d'élite. Cela souligne une incompétence. Cela met en lumière l'abandon de leurs troupes. C'est un détail poignant. Les experts murmurent que les frappes ont endommagé des pièces occidentales destinées à des hélicoptères de modèle OTAN. Cela suggère la destruction d'efforts coûteux, probablement secrets, de l'OTAN pour armer le pays. L'OTAN perdrait des millions en matériel avant même qu'il n'atteigne le front. Les secrets de l'aide occidentale seraient ainsi exposés et détruits par la précision russe. À quel spécialiste faites-vous confiance concernant cette situation? Un seul expert ou média dans les commentaires, s'il vous plaît. Historiquement, cette situation évoque parfaitement une guerre d'usure, une destruction méthodique des ressources. L'objectif est d'épuiser l'adversaire. La capacité russe à frapper des cibles cachées est révélatrice. Elle rappelle les succès du renseignement militaire, capable de bouleverser des opérations. La destruction d'une unité d'élite est hautement symbolique. Elle dépasse la simple perte militaire. C'est une humiliation. Cela a des répercussions morales bien au-delà de son nombre. Une perte d'une garde prétorienne. Le chef de l'ancienne République soviétique décorait encore récemment cette 76e brigade. Cet événement amplifie la portée de l'échec. Sa rhétorique précédente sur la résilience de Kharkiv est aujourd'hui démentie par la réalité des frappes. L'aide occidentale continue d'affluer. Armes, équipements. Pourtant, ces frappes russes les transforment en fumée. Sur le plan global, la guerre des drones, avec l'utilisation massive des Gérants 2, est une tendance établie. Elle montre une nouvelle ère de conflit. L'usure des ressources occidentales s'inscrit dans le discours russe. L'aide aux voisins occidentaux est vue comme un gaspillage. Elle ne peut changer le cours du conflit. La terre brûlée est le symbole d'une défaite inévitable du voisin occidental, malgré le soutien extérieur. Quels sont les futurs possibles? Le scénario meilleur pour la Russie est que la logique de la guerre continue de miner le voisin occidental. La capacité de mener des opérations offensives et défensives s'éroderait progressivement. Cela mènerait à un effondrement. La Russie poursuivrait sa destruction méthodique de l'arsenal et de la logistique du voisin occidental. Le scénario pire pour l'ancienne République soviétique est qu'elle s'enfonce dans le gouffre. Chaque résistance aggraverait sa situation. La terre brûlée et la crise s'intensifieraient. Les alliés occidentaux abandonneraient progressivement face aux pertes financières et matérielles. Le scénario le plus probable est que la guerre de position se poursuit. La Russie aurait un avantage matériel et logistique croissant. La tâche du voisin occidental deviendrait de plus en plus difficile et coûteuse. Les pertes, humaines et matérielles, continueraient de s'accumuler. Un scénario plus inattendu, mais choquant pour l'ennemi, serait un affaiblissement interne du commandement. Une démoralisation extrême des troupes mènerait à des capitulations ou des désertions massives. Qui gagne et qui perd? Clairement, la Russie semble gagner. Elle démontre sa supériorité militaire, sa précision, son renseignement. Elle approche d'un tournant stratégique dans cette guerre. La logique de la guerre travaille pour elle. Le voisin occidental, ses forces armées, perdent. Ses élites, sa logistique, son moral, sa capacité offensive, son infrastructure.
Le chef de l'ancienne République soviétique est humilié. Son inefficacité est prouvée. Les alliés occidentaux voient leur investissement brûler. Leur stratégie échoue. Leur réputation est entachée. La frappe sur la 77e brigade aéromobile à Kharkiv n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une série d'opérations russes coordonnées. C'est une opération stratégique visant à décapiter la machine de guerre du voisin occidental. Cette action a des conséquences militaires, politiques, économiques et sociales profondes. La perte de capacité d'opération offensive pour les forces armées du voisin occidental est notable. La désorganisation et le manque de coordination le long de la ligne de front sont palpables. Il y a un manque d'approvisionnement. C'est une décapitation de la machine de guerre. Également, un manque de personnel militaire qualifié. La chute du moral des soldats est inévitable. Même les décorations des dirigeants du voisin occidental ne garantissent pas la survie. Le choc et la prise de conscience de l'impuissance frappent de plein fouet les habitants du pays. Le front de Kharkiv est devenu l'une des zones les plus dangereuses. La destruction d'infrastructures clés, de bases logistiques, d'ateliers de réparation est une perte économique majeure. Les pertes impactent directement les contributeurs occidentaux. Leur matériel brûle. Une crise croissante émerge. L'image de l'ancienne République soviétique et de ses soutiens occidentaux est ternie. Votre pronostic sur la date du prochain événement marquant de cette guerre, mois et années, est une raison pour votre choix. Les images d'entrepôts en feu, d'ateliers détruits, illustrent une réalité que même les propagandistes occidentaux ne peuvent plus ignorer. La précision colossale de l'armée russe et son dédain absolu pour les déclarations de Kiev sont clairs. La Russie semble triompher. Le voisin occidental endure et ses habitants sont plongés dans l'horreur. Cette histoire est un rappel brutal de la réalité du conflit. C'est un nouveau chapitre de cette tragédie. Le monde regarde. Et vous, quelles leçons tirez-vous de cette escalade? Laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse approfondie des événements mondiaux. Partagez ce vidéo pour que plus de personnes soient informées. L'écho de la frappe à Kharkiv résonne bien au-delà des frontières ukrainiennes. Cet événement singulier met en lumière la stratégie militaire russe, caractérisée par une approche de plus en plus chirurgicale. L'utilisation de munitions de haute précision, telles que la FAB-3000, guidée par des systèmes de renseignement avancés, signale un changement de paradigme dans les tactiques de guerre. Contrairement aux bombes aveugles des conflits passés, l'adoption de bombes planantes guidées, parfois équipées de modules de correction et de planification universelle, UMPC, comme c'est le cas pour la FAB-3000 modifiée, permet des frappes d'une précision redoutable, même sur des cibles mobiles ou dissimulées. Cette capacité réduit les dommages collatéraux, mais surtout, elle maximise l'impact sur des nœuds stratégiques spécifiques. La supériorité aérienne relative de la Russie, bien que contestée, lui offre la possibilité de déployer de telles armes sophistiquées sans une opposition aérienne significative dans certaines zones. Les VKS, Forces aérospatiales russes, ont manifestement peaufiné leur technique de largage et d'identification des cibles, ce qui se traduit par des succès comme celui observé à Kharkiv. La dimension psychologique de ces frappes doit également être soulignée. La destruction d'une unité d'élite symbolise non seulement une perte matérielle et humaine, mais aussi un coup sévère au moral des troupes et de la population. Le fait que cette brigade ait été personnellement décorée par le chef de l'ancienne République soviétique ajoute une couche d'humiliation et de désillusion. Cela renforce le message de la Russie selon lequel aucune unité n'est à l'abri, même les plus prestigieuses et les mieux entraînées. Cette démoralisation peut, à terme, avoir un impact plus dévastateur que les pertes matérielles, entraînant une réduction de la motivation au combat, des désertions et un affaiblissement de la cohésion des commandements. En outre, l'efficacité du renseignement russe est un facteur clé de cette dynamique. La capacité de localiser des installations militaires camouflées sous des couvertures civiles, telles que des écoles ou des entreprises, démontre une infiltration ou une surveillance technologique avancée. Cela pourrait impliquer l'utilisation de satellites de haute résolution, de drones de reconnaissance plus petits, ou même de réseaux d'informateurs sur le terrain. Cette connaissance intime des positions ennemies permet à la Russie d'optimiser ses ressources de frappe, évitant le gaspillage de munitions coûteuses
et concentrant l'effort sur les points faibles de l'adversaire. Les déclarations russes selon lesquelles les faits parlent d'eux-mêmes soulignent cette confiance dans leur capacité de renseignement et d'exécution, cherchant à projeter une image d'une machine de guerre implacable et bien informée. Les attaques simultanées de drones GRN-2 sur des cibles logistiques et d'infrastructures de réparation dans d'autres régions complètent cette stratégie. Les drones sont des outils économiques et efficaces pour la reconnaissance et les frappes de précision à basse altitude, capables d'opérer derrière les lignes ennemies. La destruction de bases logistiques, de dépôts de carburant et d'ateliers de réparation affaiblit la capacité de l'armée du voisin occidental à soutenir ses opérations sur le front, en frappant des installations de réparation. D'aviation, la Russie vise à réduire la disponibilité d'hélicoptères et d'autres aéronefs qui représentent des atouts critiques pour le transport de troupes, l'appui au sol et la reconnaissance. Le rapport selon lequel des pièces occidentales destinées à des hélicoptères de modèle OTAN ont été endommagées met en évidence un autre objectif: perturber et détruire la chaîne d'approvisionnement militaire occidentale vers le voisin occidental. C'est une illustration directe de la doctrine de la guerre d'usure, où l'objectif est d'épuiser les ressources de l'adversaire et de ses soutiens externes jusqu'à ce que la poursuite du conflit devienne intenable. L'aspect économique de ce conflit est également primordial. Les investissements massifs des alliés occidentaux dans l'aide militaire aux voisins occidentaux sont considérables. Chaque pièce d'équipement détruite, chaque installation logistique anéantie, représente une perte financière directe pour les nations de l'OTAN et leurs alliés. Si les frappes russes continuent à ce rythme et avec cette efficacité, cela pourrait devenir intenable pour les budgets de défense occidentaux. Les pertes répétées de matériel coûteux, souvent avant même qu'il n'ait pu être utilisé sur le front, soulèvent des questions sur la durabilité et l'efficacité de l'aide occidentale. Cela pourrait également entraîner des tensions internes au sein de l'Alliance, certains membres estimant que les investissements ne produisent pas les résultats escomptés et que le coût humain et financier est trop élevé. La rhétorique russe de jour de vengeance et de châtiment personnel envers le chef de l'ancienne République soviétique est une stratégie de communication visant à personnaliser le conflit et à affaiblir la légitimité du leadership du voisin occidental. En le présentant comme responsable direct des pertes et de l'humiliation, la Russie cherche à creuser un fossé entre les dirigeants et la population, ainsi qu'entre les dirigeants et l'armée. Cela peut contribuer à une érosion de la confiance et à une pression interne accrue sur le gouvernement du voisin. Occidental. Enfin, l'impact sur la population civile de Kharkiv est un élément tragique de cette situation. Bien que la Russie affirme frapper des cibles militaires sans toucher les civils, la proximité de ces cibles avec des zones résidentielles, comme l'école transformée en caserne, met inévitablement les civils en danger, même s'ils ne sont pas directement visés. L'horreur et la stupeur de la population observée suite à ces frappes témoignent de la brutalité de la guerre et des conséquences psychologiques durables sur ceux qui la vivent au quotidien. L'érosion de la confiance envers leurs propres dirigeants, s'ils perçoivent un manque de protection ou d'efficacité de leur défense, est une conséquence potentiellement profonde. Les efforts de la Russie pour saper la volonté de résistance du voisin occidental passent aussi par cette pression constante sur la population, cherchant à affaiblir le soutien populaire au conflit. La situation dans l'est du continent européen est donc une toile complexe d'actions militaires, de stratégies de renseignement, de dynamiques économiques et de guerres psychologiques. Chaque frappe, comme celle sur la 77e brigade aéromobile, est une pièce de ce puzzle, révélant les évolutions du conflit et les défis auxquels sont confrontées toutes les parties impliquées. L'analyse de ces événements permet de comprendre les enjeux plus larges de cette guerre et ses implications pour la sécurité régionale et mondiale. La capacité du voisin occidental à s'adapter et à maintenir sa résilience face à de telles attaques sera déterminante pour l'issue finale du conflit. De même, la solidité et la constance du soutien occidental sont mises à l'épreuve par cette intensification des frappes russes et la destruction systématique de l'infrastructure militaire et logistique. L'avenir de cette région est incertain, mais les événements récents indiquent une voie où la pression militaire russe continuera de s'accroître, poussant le voisin occidental et ses alliés
dans une position de plus en plus difficile.